Ordinateur, c'est parti. Donc la visio est enregistrée. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Mathieu, qui est un petit peu loin, mais qui est très près, mais un petit peu loin quand même. Donc pour ouvrir les partages d'expériences au-delà de notre territoire, écoutez, hein, le Québec et le Canada vont se succéder là, sur aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc merci à eux. Voilà, parce que c'est bien de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs en termes de développement et d'activité chez les plus jeunes. Voilà, on part là-dessus pour ce soir. Désolé un petit peu du décalage d'ouverture de la session. Et puis, ma foi, les vidéos seront sur ressourcesvolées.com. Je vous remettrai dans le chat pendant la visio les codes d'accès, parce qu'il n'y a pas que les partages d'expérience, il y a tout un tas de choses que vous pouvez consulter. Et je vous mettrai également le lien pour le questionnaire de satisfaction très basique qui nous permet aussi d'ajuster, nous, les visios, de voir s'il y a des choses sur lesquelles on peut encore travailler, des thèmes à proposer, etc. Voilà. Je me tais, donc je laisse la parole à Mathieu et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Grand plaisir d'être là parmi vous. Je m'appelle Mathieu Poirier, je suis directeur de la pratique sportive à Volleyball Québec. Nicolas, je vais te confier le chat pour les questions parce qu'en présentant, là, ouais, c'est pas toujours évident, donc je vais te laisser regarde ça. Pas de souci. Parfait. Je vais commencer en... vous voyez bien ma première diapo, partage d'expérience autour de la formation du joueur. Ouais, on voit tout ça. Parfait. Alors, comme j'ai dit, ça me fait plaisir d'être là. Donc, pour vous situer un peu, Volleyball Québec, c'est l'organisme qui est reconnu par le gouvernement pour régir le volleyball et le volleyball de plage dans la province du Québec au Canada. Quand Nicolas m'a abordé pour participer à cette série de visioconférences là, et de partage d'expérience sur la formation du jeune joueur. Il voulait que je vienne partager un peu ce que Volleyball Québec faisait. Donc, j'ai accepté avec grand plaisir. Pour moi, c'est toujours très positif d'entendre différents points de vue afin de cadrer ou de confirmer nos façons de faire. Alors, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. J'espère que l'accent ne sera pas trop un problème. Donc, désolé si des fois je m'égare dans des accents un peu moins compréhensibles. Dans le fond, au départ, je voulais commencer par vous montrer un petit peu auxquels défis j'étais bien souvent confronté dans mes tâches à Volleyball Québec lorsque je communique avec nos différents clubs quand je veux discuter avec eux du volleyball en jeune âge. Donc, nous, par ici, on utilise la formule de jeu qu'on appelle le mini-volley. Donc, on adapte le 6 contre 6 pour les plus jeunes. Puis bien souvent, c'est un peu la réaction que j'entends quand je parle à nos clubs. Donc, non merci, on a trop de travail, on n'a pas le temps, alors qu'on a peut-être une belle solution à leur proposer pour les faire avancer. Donc, sans avoir de mauvaises intentions, bien souvent, les gens, nous sommes ancrés dans nos habitudes, hein, et puis souvent, soit qu'on n'a pas de temps pour réfléchir à essayer de faire quelque chose d'autre parce qu'on est trop ancré dans ce qu'on fait. Et dans ce temps-là, souvent, on passe à côté de quelque chose. Alors, c'est un petit peu à travers ça que je navigue. Les sujets d'aujourd'hui, donc je vais parler un petit peu du contexte là, au Québec. Comment ça se passe? Qu'est-ce que le mini-volley comme tel? Ce qu'on utilise, nous, pour les jeunes joueurs en bas âge. Je vais vous parler de l'importance qu'on accorde à adapter le sport pour cette clientèle-là avec quelques exemples. On va parler un petit peu de l'âge idéal selon notre perception là, pour amener le jeu traditionnel à 6 contre 6 et parler du type d'intervenant qui encadre un peu ces jeunes-là, vers quoi on devrait tendre. Donc, pour le contexte du volleyball en bas âge au Québec, la pratique du sport au Québec en général passe essentiellement à l'intérieur de deux canaux de compétition qui sont parallèles. Pour tous les sports, là, il y a un volet scolaire. On voit là en vert en bas, ce sont les étapes du passage d'un jeune sportif à l'école. Donc,
à l'école primaire qui est entre 6 et 12 ans, l'école secondaire, je crois que vous appelez ça le lycée. Après, il y a un passage au collège avant d'aller à l'université. Donc, c'est un gros réseau de compétition qui est mené par un organisme qui s'appelle le Réseau du sport étudiant du Québec, qui, eux, organisent des compétitions pour pratiquement tous les sports. Soccer, football, football américain, hockey, volleyball, basketball et ainsi de suite. Donc, c'est pareil au volleyball. Et il y a le réseau, l'autre système de compétition au Québec qui est parallèle, on appelle le volet civil, donc tout ce qui a rapport au club ou aux villes, qui organise également des compétitions, des entraînements et ainsi de suite. Selon la discipline sportive qu'un jeune Québécois pratique, il va arriver que ces deux structures de compétition soient rivales. Donc, soit les écoles ou les clubs se battent pour les mêmes joueurs, les mêmes entraîneurs, et ainsi de suite. Et il y a une autre réalité dont le volleyball fait partie, où ces deux structures sont assez complémentaires de par un calendrier qui est généralement bien respecté de chacun des côtés. Donc, les compétitions scolaires ne vont pas à l'encontre des compétitions civiles, ce qui crée qu'il peut y avoir deux systèmes d'entraînement parallèles. Il y en a qui évoluent à travers un de ces deux systèmes de compétition et il y en a d'autres qui évoluent à travers les deux également. Donc, ça ressemble à ça. Pour ce qui est du volleyball, la plupart du temps, c'est autour de 13-14 ans que le milieu scolaire est la porte d'entrée des nouveaux joueurs de volleyball. J'entendais quelques conférences là, qui ont déjà eu lieu là, vos visioconférences. Puis oui, effectivement, c'est tard un peu comparativement à ce qui se fait en Europe. Mais au Québec, en général, c'est à cet âge-là la porte d'entrée d'un jeune qui se met au volleyball. Les jeunes découvrent le volleyball à l'école, puis bien souvent, les meilleurs se retrouvent par la suite à évoluer à travers nos clubs. Donc, au niveau du civil, on a environ là, en moyenne 280 équipes par année à travers les clubs de toutes les catégories, alors que le réseau scolaire, 1750 équipes en moyenne. Donc, c'est vraiment là, les meilleurs du réseau scolaire souvent se regroupent à l'intérieur d'équipes dans un club et vont évoluer un contre l'autre. Donc, on a une trentaine de clubs dans notre province pour environ 280 équipes. Puis, la grande majorité de nos clubs n'offrent pas d'activité de volleyball pour les jeunes de moins de 13 ans. Une des problématiques qu'on retrouve au Québec qui n'est pas très logique, c'est que depuis le tournant des années 80, il y a eu une énorme augmentation de la participation à notre sport chez les moins de 13 ans au niveau du scolaire à l'intérieur du mini-volley. Donc, c'est l'adaptation du volleyball en mini-volley. Et encore de nos jours, nos clubs agissent et fonctionnent sans avoir fait nécessairement des ponts avec toute cette perspective-là de recrutement. Donc, dans mon cas, qui travaille à la Fédé, c'est très frustrant et je travaille à améliorer tout ça. Donc, il y a tout un réseau de compétitions scolaires pour les 11-12 ans qui regroupe des milliers de joueurs, puis il y a une toute petite fraction de ces joueurs-là qui vont se retrouver à jouer dans nos clubs à partir de 13-14 ans et plus tard. Donc, environ depuis 10 ans, bien, Volleyball Québec, on travaille fort à sensibiliser les clubs et à les outiller aussi pour se tourner vers cette clientèle qui est plus jeune. Je parle des clubs, mais ce n'est pas tous les clubs qui sont rendus au même endroit. Là. Il y en a qui ont déjà effectué le virage depuis bien longtemps. Il y en a d'autres que leur réalité, ils ne peuvent la changer ou ils ne veulent pas la changer. Et il y en a d'autres qui sont tellement débordés qu'ils n'ont même pas le luxe de penser à ce qu'ils pourraient faire pour se diriger vers cette clientèle-là. On rappelle, c'est presque tous des bénévoles qui sont employés des clubs ou sinon leur rémunération couvre à peine leurs frais là, durant une saison. Donc, ça vous fait un petit peu le contexte. Qu'est-ce que c'est le mini-volley? Dans le fond, je vais au Québec, comparativement au reste du Canada, le mini-volley, c'est la façon de jouer chez les moins de 13 ans. Des règles de jeu, des ligues et des tournois, ils ont vu le jour depuis 30 ans dans le volet scolaire.
Alors que Volleyball Canada a mis en place des règles de jeu pour la catégorie de 12 ans et moins et de 10 ans et moins seulement depuis 2017. Donc, je vais vous présenter en même temps que je parle une vidéo qui démontre un peu à quoi ça ressemble. Donc, les dimensions du terrain, c'est une grandeur de terrain de badminton. La hauteur du filet pour la catégorie 11-12 ans, c'est environ 2 mètres. Ça se passe en 4 contre 4. Ça peut jouer de façon unisexe ou mixte. Et la fédération favorise le mix. C'est 3 contacts obligatoires. Donc, on ne peut pas envoyer le ballon de l'autre côté après le premier ou le deuxième contact dans le but de favoriser l'apprentissage de l'attaque. Le fameux deuxième contact est attrapé et relancé de façon fluide. Et c'est un ballon qui est adapté, donc qui pince moins les bras, qui est un peu plus lent et qui donne plus de chances de faire des échanges. Donc, je vous résume là, grossièrement là, ce que c'est. Les avantages que l'on trouve à faire du 4 contre 4 comparativement à du volleyball à 6 contre 6. Bon, il y a une multiplication, bien sûr, du nombre de contacts par joueur avec le ballon, dû au fait qu'il y a moins de joueurs. Donc, les joueurs sont pratiquement toujours impliqués dans l'action, ce qui fait que c'est vraiment plaisant pour les participants qui débutent. Ça demande moins de précision en 4 contre 4 plutôt qu'en 6 contre 6, de par le fait que, bon, il y a moins de joueurs. Exemple, la réception de service n'a pas à être aussi précise au centimètre près pour le passeur, car on n'a pas de joueurs centraux à solliciter. Donc, le succès ou le taux de réussite dans nos actions est beaucoup plus présent dû au fait qu'il y a moins de joueurs. Le temps qu'on prend habituellement pour montrer les positions et les permutations de positions est investi, en fait, vu qu'on n'a pas ces positions-là, est investi dans le développement des habiletés et par des séances, dans des segments de jeu plus nombreux. Et tout ça, c'est tous des éléments qui, en fait, jouent sur le plaisir qu'on a à jouer à ce sport-là, qui vient faciliter le bouche-à-oreille et le recrutement de joueurs dû au fait que tout ça augmente le niveau de plaisir pour des débutants à ce sport qui est, comme on le sait tous, difficile techniquement là, à apprendre. Oui, en compétition, il y a plusieurs règles de jeu qui sont officielles, mais le message que Volleyball Québec envoie lorsqu'on donne des formations, soit aux enseignants en éducation physique ou dans les clubs, c'est que de ne pas hésiter à adapter le volleyball comme on le connaît lors des premières expériences du joueur et durant toute la période de développement des jeunes joueurs. La question clé qu'on recommande d'avoir en tête lorsqu'on planifie des séances, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser les longs échanges? Comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser le succès rapide dans les actions individuelles et collectives des joueurs et de l'équipe? Comment je peux faire pour qu'il y ait plus de contacts? Tout ça relié au plaisir. On est tous pareil, on est tous semblables. Si on joue dans la piscine avec un ballon de plage dans les airs avec ma tante et ma nièce, et puis on essaie de garder le ballon dans les airs le plus longtemps, bien, plus le ballon est longtemps dans les airs, plus le sourire nous monte dans le visage. C'est la même chose. L'intervenant doit avoir ça en tête. Comment je peux faire pour favoriser les échanges qui ne terminent plus pour augmenter le plaisir? Et même si je perds l'échange, j'ai tellement eu de plaisir que je suis content d'être là et je veux persévérer. C'est un peu l'idée qu'on veut transmettre là, aux intervenants qui s'occupent des jeunes en bas âge. OK. Donc, en transformant le volleyball en mini-volley, on trouvait important d'adapter le vrai sport à la clientèle qui est en avant de nous. Et ça, parce qu'on souhaite, en faisant ça, on vient augmenter la réussite, les petites réussites, les moyennes réussites et les grandes réussites, et on vient augmenter la qualité de joueur à long terme. De plus en plus de fédérations sportives ont compris que pour
mieux préparer les futurs athlètes. Il n'était pas nécessaire d'appliquer le modèle de sport d'adulte ou de vrai sport à des enfants, mais qu'en adaptant leur enseignement, pour rendre le sport plus accessible aux jeunes, c'était la bonne chose à faire. J'ai mis quelques exemples ici. Là, on voit les voitures, donc des plus petits modèles, des karts qu'on appelle par ici, moins puissants pour les jeunes. Je ne verrais pas mon jeune de 8 ans conduire une vraie voiture de kart. Donc, le mini-tennis, on prend ceux qui font de l'équitation, commencent la plupart du temps sur des poneys plutôt que des vrais chevaux. Ici, le football américain là, qui est transformé en flag football chez les jeunes. Donc, à 8 ans, de faire un plaquage un peu style rugby, on croit que ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire à ces jeunes-là. Donc, au lieu de... Le sport s'est adapté en mettant des fanions le long de la culotte du joueur qu'il faut enlever plutôt que de plaquer au sol. Le hockey sur demi-glace et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs sports qui se sont adaptés à ça. Et même, je vous dirais que dans la réalité de tous les jours, d'adapter la réalité aux enfants, ça peut dans plusieurs sphères de la vie en général. D'autres exemples en lien avec l'évolution d'un individu, lorsqu'on va au restaurant, il y a des portions qui sont différentes pour les enfants. Lorsqu'on joue à des jeux de société, il y a des jeux qui adaptent leurs règles pour simplifier la compréhension. Au niveau du cinéma, c'est la même chose. Il y a une classification cinématographique en lien avec tout la sensibilité et le développement de la personne, propre à chaque âge. Et même en musique, il y a plusieurs trucs qui se font. Donc, mettre des lettres, des notes de couleur, des numéros, ou même on apprend des mélodies qui sont faciles au début avant de s'attaquer aux partitions de Mozart. Donc, il y a une multitude de sphères et d'activités de la société qui s'adaptent depuis longtemps à la réalité des enfants. Puis le milieu du volleyball ne doit pas hésiter non plus à œuvrer dans cette direction-là, parce que ce n'est pas la même clientèle que ceux qui jouent au volleyball. Donc, partout dans son développement, un individu, il va se développer un rythme qui va être dicté par ses habiletés et ses efforts, son expérience, sa capacité de s'adapter et aussi par le contexte qui va lui être proposé. Je vous présente ces deux images-là, je la trouve intéressante parce que si on se met dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo de sa vie et puis qui commence à apprendre, comme l'image 2 ici, en montagne, avec des roches, et puis je n'ai pas d'équilibre, et puis tout ça, ça se peut que la première expérience, il n'y ait pas vraiment beaucoup de plaisir, qu'il n'y ait pas d'équilibre, qu'il ne soit pas bon, puis qu'au bout du compte, qu'il n'aime pas ça, puis qu'il se décourage, puis qu'il ne recommence plus à faire du vélo. Comparativement à ma deuxième image ici, où si toujours c'est la première fois que j'apprends à pédaler, ça va être beaucoup plus facile d'acquérir l'équilibre. Je n'ai pas personne route avec moi, j'ai même un peu de gazon sur les côtés si jamais je tombe. C'est vraiment le scénario idéal. Donc, probablement que je vais aimer mon expérience et que je vais être incité à poursuivre et à continuer. Donc, c'est dans un contexte comme celui-là qui est adapté à un débutant. Ça se peut par contre qu'aussi que dans la situation numéro 1, je me retrousse les manches, j'avale mon orgueil, puis que je persévère et que je réussisse. Surtout si des membres de ma famille, des amis en font à tous les semaines et que j'ai baigné là-dedans. Bien entendu, c'est possible, tout est possible. Par contre, moi, je crois qu'il est pas mal évident qu'on va réussir à aller chercher beaucoup plus de débutants qui vont poursuivre dans la deuxième situation que lors de la première. Et trop souvent au Québec, l'apprentissage du volleyball se fait encore comme l'exemple du vélo de montagne. Pour vous démontrer un deuxième exemple concret de ce qui peut arriver lorsqu'on adapte un sport avec l'objectif de favoriser l'expérience des enfants, je vais vous présenter une petite vidéo de tennis dans un cadre qui a été adapté au vrai tennis. Alors, on voit ici, c'est des enfants de 8 ans qui possèdent un certain contrôle de balle
Ils ont de bien meilleures habiletés que plusieurs adultes que je connais, dont moi. Puis ça, c'est grâce à un contexte de jeu qui est bien différent de leur vrai sport sur un grand terrain. Avec un terrain qui est beaucoup plus petit, contrairement à s'ils étaient sur un terrain normal, ils sont en mesure grandement d'accélérer leur développement de plusieurs coups, comme les coups croisés, les coups droits, les volées, les amortis, etc. Comparativement à si, attendez, je vais vous remettre l'image, comparativement à s'ils échangeaient sur un vrai, attendez un peu. Voilà. Donc, ils risquent d'améliorer grandement le développement de leur coup comparativement à s'ils étaient sur un grand terrain et puis qui probablement courraient à chaque fois à bout de bras pour frapper la balle. Donc, il y aurait beaucoup moins d'occasions de pratiquer les autres options et les autres types de coups. Donc, pour moi, cet exemple-là, ça démontre très bien la pertinence d'adapter les paramètres du vrai sport à la clientèle qui est en avant de nous. Donc, l'adaptation du sport selon le niveau du joueur va augmenter la quantité de moments de réussite qui va agir sur leur confiance, leur plaisir et leur désir de persévérer, puis aussi sur la qualité du joueur parce que ça offre un plus grand nombre de possibilités de développement de coups en ce cas-ci au tennis. Donc, pour ces jeunes-là de 8 ans, bien, ça va être grandement bénéfique lorsqu'ils vont arriver à un niveau supérieur. Ils vont être mieux préparés, plus confiants, plus polyvalents. Donc, de là l'importance d'adapter le sport. Maintenant, le deuxième volet, pourquoi il est important d'adapter le sport à la clientèle plus jeune? Bien, ça l'aide à augmenter le nombre de joueurs dans le club et la rétention de ceux-ci à court, moyen et long terme. Avant de donner des exemples d'adaptation possibles, je vais vous parler un peu de la philosophie qu'on partage, nous, face à cette clientèle qui est quand même assez particulière. Dans le fond, la philosophie qu'on partage, c'est comment adapter nos séances pour favoriser un maximum de plaisir. Cette diapo, je la trouve très intéressante parce qu'elle nous démontre un peu comment nous, les adultes, les entraîneurs, les professeurs, on réfléchit. Hein? Nous, les stratégies sont importantes, bien exécuter les tâches, ça va, bien exécuter les gestes techniques, on voit des X, des O pour les stratégies. Alors que les enfants, eux, les X et les O, là, en général, ils font des bonhommes là, dans leur tête et des cerfs-volants. Eux, principalement, leur objectif, c'est d'avoir du plaisir. C'est sûr qu'il y en a toujours une certaine clientèle un peu plus compétitive, mais enlevez-leur le plaisir. Il y en a plusieurs qui vont quitter le milieu. Donc, je l'ai trouvé quand même très intéressante. Et c'est de là l'importance de modifier le vrai sport pour que les jeunes aient du plaisir. Je suis bien content d'entendre mon collègue de la Fédération belge, Christophe Delouze, lorsque j'ai suivi un peu sa visioconférence, puis leur programme Start to Volley qui a donné une autre conférence avant Noël. Il y a d'autres intervenants aussi qui ça allait beaucoup dans cette même direction. Donc, j'étais bien content de voir ça. Donc, en adaptant le sport à la clientèle qui est en avant de nous, nous, on croit que ça va favoriser le plaisir des participants qui vont connaître plus de succès. Hein? Je fais de la martothérapie, hein? Je répète souvent ça, mais c'est le cas. Ça va favoriser l'engagement dans le sport à moyen et à long terme en ce qui a trait au plaisir. Ça va augmenter la base de la pyramide du club parce que plus il y a de gens, plus ils aiment ça, plus il y a d'autres gens qui vont se coller au club et ainsi de suite. Donc maintenant, comment on peut faire pour atteindre cette notion de plaisir dans nos entraînements? Il y a une grande partie qui est due à la personnalité des intervenants qui sont sur place. C'est lui qui va amener une certaine ambiance dans l'entraînement. La partie des jeux ludiques, il va en avoir plusieurs et c'est ce qui va venir aider à tout ça. Et il va y avoir beaucoup de temps qui vont être consacrés à des matchs de tout genre. Les enfants ils aiment ça jouer, donc les matchs, peu importe de quelle façon il est adapté, ça en prend beaucoup. Il faut toujours que l'intervenant en place
lorsqu'il planifie ses entraînements, aille en tête cet objectif. Comment je peux favoriser les longs échanges? Comment je peux favoriser le succès rapidement chez mes joueurs? Le succès, quand on parle du succès, ce n'est pas de gagner des matchs, c'est le succès dans les actions qu'ils font. Ma manchette. Comment je peux faire pour réussir la manchette, l'échange, le match? En atteignant tous ces objectifs-là, ça va procurer un niveau élevé de plaisir chez le participant. Puis en offrant le contexte qui est axé sur le plaisir avec le succès rapide dans les actions, dans les longs échanges, ça va donner la motivation puis la confiance nécessaire aux joueurs pour optimiser son implication dans le sport à long terme. Au final, en adaptant le volleyball, les jeunes vont arriver plus tard au même point, soit de jouer au volleyball à 6 contre 6, mais que tout au long du parcours, ils vont avoir eu beaucoup plus de facilité à apprendre et avoir eu beaucoup plus de plaisir à apprendre les différents aspects du jeu. Donc, la progression elle va se faire de façon plus harmonieuse. Ça va permettre à un plus grand nombre de joueurs de conserver la passion qu'on peut avoir pour le sport puis de passer la saison avec le sourire au visage. Donc, la progression qui est adaptée, ça va même diminuer le décrochage du volleyball chez certains jeunes qui seraient enclins à le faire après 1, 2 saisons, puis dans les années subséquentes, dû à l'accumulation de difficultés. Si je réussis à faire ma manchette dans la bonne zone 5 fois sur 10, ça va peut-être me permettre de continuer 1 an ou 2, mais si je réussis à la faire 8 fois sur 10, ben, peut-être que ça va me donner plus souvent des petits moments de plaisir qui vont faire que j'apprécie l'activité. Ça va me donner confiance en moi et que je vais poursuivre. Donc, c'est un peu cette logique. Donc, l'approche du mini-volley qui adapte les règles du jeu, ça va aider à diminuer l'aspect de l'épuisement mental aussi qu'un athlète va pouvoir ressentir avant 18 ans en se spécialisant trop vite à 6 contre 6, à du jeu à 6 contre 6. C'est rendu à 17 ans, ça fait déjà 6 ans que je fais du 6 contre 6 ou 7 ans que je fais du 6 contre 6. Peut-être que je vais être fatigué, je vais être tanné de faire ça. Alors que si j'ai fait du mini-volley jusqu'à 12 ans, j'ai fait un peu de 4 contre 4 après, et puis par la suite, j'arrive en 6 contre 6, bien, rendu à 17 ans, ça va peut-être faire seulement 5 ans que j'en fais, donc je vais être moins fatigué en fait. Donc, c'est un peu comme le volleyball de plage chez les plus vieux, faire du mini-volley avec les enfants, ça va aider au développement de plusieurs habiletés qui sont transférables au volleyball dans un contexte qui est complètement différent, ce qui est sain pour le développement mental. Donc, d'évoluer à travers d'autres formats de jeu, de mixer les sexes, d'avoir des approches différentes, c'est sain pour le développement mental des joueurs. OK, je vais vous présenter quelques exemples d'adaptation. Il y en a plusieurs, j'imagine que vous connaissez peut-être là-dedans, mais c'est par ceux-là qu'au Québec, là, je mets l'emphase pour outiller les clubs et les enseignants. Donc, on peut modifier 4 facteurs de l'environnement pour favoriser le succès, favoriser les longs échanges chez les joueurs. Pour s'adapter à la clientèle qui est en avant de nous. Donc, si on modifie les grandeurs de la surface de jeu, donc, si on a une moins grande distance à parcourir pour faire sa manchette, ça se peut que j'aie moins de chances de faire d'erreurs techniques que si je suis sur place ou que je n'ai seulement qu'un pas à faire. En jouant avec le nombre de joueurs sur le terrain également, donc moins de joueurs, moins de zones de conflit, de zones où on va hésiter à prendre le ballon et ainsi de suite. En jeune âge, à tous les âges, ce n'est pas évident, mais en jeune âge, encore plus. En jouant aussi en adaptant le type de matériel et la vitesse de jeu, qui inclut d'avoir un ballon adapté, mais aussi de modifier certains gestes techniques qui vont venir modifier la vitesse du jeu à des moments clés. Donc, en jumelant l'adaptation des gestes techniques à différentes formules de jeu,
Ça va permettre de faciliter l'apprentissage puis d'augmenter l'intérêt du volleyball chez les débutants. Quand je parlais d'adapter certains gestes techniques, bon, au Québec, le mini-volley, le deuxième contact se fait automatiquement avec un attrapé et un lancer, comme on voit sur l'image du haut. Ça doit être un geste fluide. Il y a certaines règles là, qui balisent là, ce geste-là. Mais l'idée, c'est qu'en attrapant et en relançant, on peut vraiment concrétiser une mauvaise réception en une passe potable d'attaque. Donc, ce qui permet d'avoir une action offensive au lieu d'aller directement et faire un geste de touche ou une manchette qui peut être moins précis dû à une mauvaise réception. Le fait d'attraper et de relancer le ballon dans un geste fluide dans son axe peut amener à avoir du jeu, comme vous avez vu dans l'image tantôt. Et puis à la longue, ça ne prend pas grand temps que la fluidité est là et la vitesse de jeu est là, mais ça vient quand même ralentir le jeu un petit peu qu'une touche directe. On a un autre exemple ici également. C'est le même attraper-lancer, mais on se le lance à soi-même pour faire une touche. Et ça est considéré dans un contact. Donc, on attrape le ballon et on se lance à soi-même et on se met dans une position parfaite de touche. Donc, on est stable pour le faire. Donc, c'est un bon moyen de progression qu'on peut utiliser aussi avant d'arriver à la touche. Ces deux gestes-là, on les utilise sur le deuxième contact, mais il y en a dans un élément de progression. On les met aussi sur le premier contact. Donc, premier, deuxième, des fois troisième quand on débute. Et puis, on change au fur et à mesure qu'on avance avec les jeunes qui sont en avant de nous. Donc, voici des exemples de gestes techniques qu'on peut changer. Maintenant, je parlais des formules de jeu, des exemples d'adaptation de jeu. On va en voir plusieurs ici, là, smash ball, volley-mur, volleyball avec circulation et ainsi de suite. Vous en connaissez probablement plusieurs là-dedans. Je commence par le smash ball. Le smash ball, je vais vous dire, moi, c'est ma révélation depuis 4 ou 16 ans. Le smash ball, ça favorise grandement le succès rapide dû au fait qu'un rebond est permis au sol et ça met l'emphase sur l'aspect qui est le plus intéressant du volleyball, le smash. Moi, j'ai des jeunes enfants là, et puis je fais des activités de mini-volleyball à leur école sur l'heure du midi. Et puis, je débute toujours les 4, 5, 6 premières séances par du smash ball parce que ça a un effet attractif. Les jeunes sont complètement emballés par ça dès les premiers moments. Donc, je commence toujours avec ça. Alors, le smash ball, nos amis de Volleyball Ontario, une autre province du Canada, ont fait une vidéo explicative comme vous devez en voir ailleurs, où on explique les 5 niveaux. Donc, il y a plusieurs niveaux qui s'adaptent à la clientèle qui est en avant de nous. Donc, c'est vraiment bien. Là, vous voyez ici les athlètes qui utilisent ceci sont plus vieux là, que 12 ans. Et on voit que c'est des athlètes qui ont de l'expérience au volleyball. Et ça fonctionne aussi avec les plus vieux, là, pour le plaisir de jouer et ainsi de suite. C'est super pour ça. Mais pour des débutants, je suis déjà allé tourner dans une école des images de jeunes qui faisaient du smash ball. Les jeunes qu'on voit présentement, on voit que ce n'est pas le même niveau. C'est des débutants. Ça faisait seulement 2 séances de 45 minutes qu'ils faisaient du smash ball et ils sont déjà rendus au niveau 2. Bon, la technique n'est pas super, mais l'important, c'est que ça joue. Ils ont du plaisir. Et puis, ils ont du succès dans ce qu'ils font. Donc, on les accroche. Et après ça, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, voilà pour ça. L'image est belle, Nicolas? Il n'y a pas trop, c'est pas saccadé ou... C'est un petit peu saccadé, mais on devine. Parfait. L'autre type de jeu modifié que je veux vous montrer, bon, on appelle ça ici du volley-mur. Ce n'est pas très répandu, mais c'est vraiment une option intéressante. Il suffit d'avoir un mur plat. On fait un demi-terrain de mini-volley au sol avec des zones. Il y a un joueur par zone
et il y a des joueurs en file d'attente, et puis il y a une ligne au mur. Donc, on envoie le ballon par-dessus la ligne, et c'est les mêmes 3 contacts habituellement qu'on retrouve au mini-volley. Et puis, lorsqu'un joueur commet une faute ou lorsque le ballon tombe dans sa zone et puis qu'on n'a pas pu le relever, ce joueur sort du terrain et puis il y a une rotation qui se fait pour combler sa place et puis il y a un nouveau joueur qui est en ligne d'attente, en file d'attente, qui entre sur le terrain. Donc, c'est vraiment ludique, c'est vraiment intéressant, ça change. Et à l'école, il y a des enseignants qui font ça et puis sur leur à la récréation, quand les enfants vont jouer dehors, c'est la folie, là. Ces écoles-là, ils jouent dehors même durant leur temps de récréation. Donc, ça, c'est super cool. Autre facette également, donc volleyball avec circulation, vous connaissez probablement aussi. Ça vient de nos amis des Pays-Bas. Donc, Volleyball Canada en a fait une vidéo explicative. Pour les jeunes, ça peut débuter à 7 ans. Et puis, c'est une formule qui est vraiment intéressante. Il y a plusieurs niveaux. On va voir seulement ensemble le premier niveau, mais pour vous démontrer comment ça peut être simple avec des plus jeunes. Donc, on enseigne le système de rotation en carré. Donc, on tourne dans le sens des aiguilles du monde. Oui, ils ont de l'air motivés, là, les jeunes. Là. Lorsqu'il y a un joueur d'éliminé, on tombe à 3, donc en triangle. Lorsqu'il y a un joueur d'éliminé, on tombe à 2 et la rotation se fait de gauche à droite. Le premier niveau, pour débuter la partie, dans le fond, l'objectif, c'est d'attraper et de lancer le ballon. Et lorsqu'on lance le ballon de l'autre côté, il y a une rotation qui se fait. Ce simple élément rend le jeu incroyablement le fun. Il y a du dynamisme et quand je donne des formations auprès d'enseignants, on le met en pratique. Puis bon, bien sûr que nous, là, on attrape et on lance facilement, mais malgré ça, juste le fait de tourner au moment que le ballon traverse, tout le monde a le sourire au visage. Alors, pour des jeunes, c'est d'autant plus la même chose. Et dépendamment de l'âge, juste attraper et relancer le ballon, ce n'est pas nécessairement évident. Qu'est-ce qui arrive lorsque le ballon tombe au sol? Bien, le joueur qui est le plus proche sort du terrain et on se replace et on continue. Pour retourner sur le terrain, un coéquipier doit attraper le ballon et notre partenaire revient au jeu. Donc, ça semble simple pour nous, mais pour des plus jeunes, ce n'est pas toujours évident. Qui sort du jeu lorsque le ballon tombe entre 2 coéquipiers? Le fameux roche-papier-ciseaux international. Donc, il est content. Ou des fois, il y a l'option de la galanterie. Il trouve la fille de son goût et puis il lui laisse sa place. Bon. Comment est-ce qu'on peut faire un point? Lorsqu'il n'y a plus personne dans le terrain, qui fait qu'il y a une équipe qui gagne. Donc, voyez-vous, ça, c'est le jeu de base. Je n'irai pas vous montrer les autres niveaux. Par contre, attendez, je reviens ici. Ouais, je n'irai pas vous montrer les autres niveaux. Par contre, juste pour vous donner une idée, quand on augmente, eh bien, pour libérer un de ses coéquipiers, il faut faire une manchette et quelqu'un d'autre attrape le ballon. Donc, où on peut donner un objectif pour traverser le ballon, il faut faire une touche de l'autre côté. Donc, il y a plusieurs niveaux comme ça. Donc, pour les plus jeunes, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Le mini-volley à 3 échanges, ou en anglais, on appelle le triple ball. Je ne sais pas à quel point vous connaissez ça. C'est une formule de jeu, en fait, qui est segmentée. C'est du mini-volley normal, ou ça se fait aussi en volleyball à 6 contre 6. C'est segmenté par séquence de 3 échanges. La première séquence vient d'un service de l'équipe A. On fait l'échange, il y a un point. La réception, par la suite, on envoie une balle facile à l'équipe B et après, on fait une balle facile à l'équipe A. Bref, il y a d'excellents avantages à cette formule de jeu-là. Ici, on a fait, au Canada, il y a une étude qui a été faite auprès des jeunes de 13 ans et moins, donc c'était sur du volleyball, mais on peut penser que chez les plus jeunes, les chiffres vont se ressembler. Donc, au niveau du pourcentage d'échange qui a 2 contacts du ballon ou plus, donc la réception, le passeur ou plus, lorsque c'est débuté par un service,
ça a lieu 43 % du temps. Il y a une fois sur deux ou presque qu'il n'y a pas d'échange parce qu'il y a 29 % de services ratés et il y a 28 % que c'est des as dans cette catégorie d'âge-là de 13 ans et moins. On peut penser que chez les plus jeunes, c'est encore plus élevé. Donc, on a 50 % du temps des chances où on ne peut pas pratiquer du sport, que le jeu arrête. Alors que sur un ballon lancé, donc on prend le ballon à deux mains, on le lance, une balle facile, le pourcentage augmente à 99 % du temps. Presque à chaque coup, il y a au moins 2 personnes qui vont toucher au ballon minimum. Alors, dans cette optique-là, sur un ballon lancé, bien, on va pouvoir pratiquer l'attaque, la défensive, le contre, la contre-attaque, alors que si c'est seulement sur un service, on pratique la service-réception une fois sur deux parce que le ballon ne le continue pas. De là, le fait que c'est intéressant, le triple ball, le volleyball à 3 échanges. Donc, je vous montre juste les images pour bien le comprendre. On a une vidéo qui explique, là, elle dure 8 minutes, je crois, qui explique du début à la fin comment, mais je vous présente juste le résumé. Donc, on voit ici, le service est fait. Il y a un échange. Là, regardez pas la technique des jeunes. Là. Il y a un service qui se fait. Le ballon va tomber. Le service venait de l'équipe A. Le ballon tombe. Donc, c'est maintenant 0-1. On tasse le ballon et on lance une balle facile au joueur en arrière, que tout le monde sait c'est lui qui va l'avoir pour faciliter le jeu. L'échange se fait. Le ballon tombe, c'est 0-2. Et maintenant, il y a une autre balle facile qui est lancée de l'autre côté à l'équipe qui est au service. Donc, chaque équipe a droit à une balle facile et il y a un service qui est provenu d'un côté. Donc, après ces échanges-là, c'est devenu 0-3. Ça aurait pu faire 3-0, 1-2, 2-1. Lorsque la séquence de 3 est terminée, il y a une rotation qui se fait et on recommence, mais en débutant le service de l'autre côté de l'autre équipe. Donc, chaque équipe a la chance de pratiquer le service. Mais c'est surtout qu'on a les deux équipes, grâce aux balles faciles, ont la chance de pratiquer énormément de situations de jeu. Il y a des pour, il y a des contre, on fait moins de services et ainsi de suite, mais globalement, c'est une belle formule que vous connaissez, que ça ressemble à ce que toutes les équipes de sport jusqu'au niveau national font en entraînement. Donc, c'est une formule que pour les plus jeunes, c'est aussi bon et c'est encore plus pertinent chez les plus jeunes. Nous, à Volleyball Québec, les compétitions que nous organisons, c'est sous cette formule-là pour inciter les gens à la pratiquer. OK. Une autre sorte de jeu, donc j'ai une autre vidéo qui explique, mais je vais vous présenter seulement le dessin parce que la vidéo, là, les images, ça serait trop long. Donc, la formule de jeu rapido presto. Donc, ce qui est intéressant de cette formule-là, c'est que ça favorise beaucoup le plaisir parce que c'est des courtes parties. C'est des parties d'un seul point où on peut faire des parties de 2, de 3. Alors, on voit ici, il y a 4 terrains de mini-volée. Ça peut se faire en 4 contre 4, mais ici, j'ai séparé les terrains. Donc, il y a 8 demi-terrains et on fait du 2 contre 2. On peut faire du 3 contre 3, du 1 contre 1 sous cette formule-là. Chaque terrain, bon, il y a des files d'attente ici, donc c'est des matchs d'un seul point. Alors, les équipes jouent un point, alors selon la formule normale que l'entraîneur va avoir déterminée. Et puis, l'équipe qui perd reste sur place. L'équipe qui gagne prend son ballon et va le remettre à la première équipe qui est en attente au bout de la file. Donc, il y a un roulement, c'est très dynamique. Et puis, on peut calculer les points. Donc, l'équipe qui gagne va cocher un point au tableau, va le dire à l'entraîneur. Et puis, comme ça, on peut dire la première équipe qui atteint 25 points dans tout le gymnase gagne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, l'équipe qui perd reste. Bien souvent, c'est les équipes les moins fortes qui ont besoin de pratiquer, mais qui sont souvent reléguées à se faire éliminer, alors que là, ce n'est pas le cas. Ils restent sur place et puis ils peuvent tout de suite affronter une autre équipe. C'est une formule qui est dynamique, qui est intéressante, qui est facile à mettre en place également dans une fin de pratique pour faire un genre de mini-tournoi. L'autre formule que vous connaissez sûrement, c'est celle du roi du terrain. Donc, on a ici l'équipe A du côté des champions, l'équipe B du côté aspirant, et il y a au moins une équipe en attente derrière le terrain.
Ici, on en a 2. On peut en avoir plusieurs. C'est une formule intéressante à utiliser, surtout lorsqu'on n'a pas beaucoup de terrain. Donc, c'est également des courtes parties, des parties de un seul point. Il peut aussi se faire en 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. Donc, l'objectif, c'est qu'il faut être du côté des champions et gagner l'échange pour accumuler un point. L'équipe qui gagne reste sur le terrain. C'est soit qu'elle se dirige vers le côté champion ou c'est soit qu'elle reste du côté champion si c'est elle qui a gagné. Et il faut être du côté champion pour gagner. Et puis quand on perd en jogging, on va chercher son ballon et on se replace. Donc, c'est très dynamique. Ça permet d'affronter beaucoup de gens. Et puis, il n'y a pas beaucoup de temps d'attente pour se mettre à botter des ballons un peu partout. Donc, chez les plus jeunes, c'est important que ça soit dynamique. Il n'y ait pas beaucoup de temps d'attente. Donc, c'est une formule qui est intéressante aussi pour ça. Alors, il me reste 2 formules à vous présenter. Celle du vainqueur monte, perdant descend. Encore une fois, là, on a 3 terrains, terrain 1, 2, 3. On aurait pu le faire sur des demi-terrains et avoir 6 terrains. On place les équipes, on joue au volleyball, au mini-volleyball, et puis c'est des courtes périodes d'environ 1 minute et demie, 2 minutes, ou vous pouvez aller plus loin à 5, 6 minutes. Et puis, l'objectif, c'est que lorsqu'on gagne, on va sur un terrain supérieur et lorsqu'on perd, on descend sur un terrain inférieur. Lorsqu'on a beaucoup de gens, on peut avoir des équipes en attente qui sortent. Mettons, sur le terrain 1, je gagne, je vais faire une période de pause, 1 minute et demie, 2 minutes à l'extérieur. Et le suivant, je reviens au jeu. Donc, ça permet de faire jouer beaucoup de monde en même temps. Ce qui est bien avec cette formule-là, c'est que même si ton équipe n'est pas placée sur un terrain adéquat pour son calibre, après 3 matchs, il va se rediriger et jouer toujours sur les mêmes terrains contre des gens qui sont à peu près leur force et des gens qui sont accessibles. Donc, je ne bats plus personne à plate couture et je ne me fais plus battre à plate couture par une autre équipe. Donc, ça donne toujours un objectif intéressant pour vous. Ça, plus tu as de terrain, plus l'objectif est intéressant de pouvoir se rendre jusqu'au bout. Voilà pour ça. Petite gorgée d'eau. Maintenant, au niveau d'une progression idéale pour des purs débutants, voilà, je vous explique un peu. Ici, on a la formule à 1 contre 1. On disait tantôt en jouant avec les grandeurs de terrain, le nombre de personnes dans le terrain et ainsi de suite. Pour rendre ça le plus facile, un pur débutant en jeune âge devrait commencer avec du 1 contre 1 et je devrais dire du 1 avec 1, d'être en coopération plutôt qu'en opposition. Donc, sur un terrain de badminton, ici, on peut facilement faire 3 zones de 2 mètres par 2 mètres. Et puis, on démontre un geste technique et puis après, on les met dans des situations de jeu. Situations de jeu pour le plaisir, bien, c'est pas besoin, on n'a pas besoin que ce soit très élaboré. Donc, situation de jeu à 7, 8, 9, 10 ans, pratique ta touche et puis fais-en le plus possible. Et c'est l'équipe dans le gymnase qui en a fait le plus possible qui gagne. Et voilà, eux ne sont plus en mode répétition de gestes, ils sont en mode jeu. Alors, la répétition ne devient pas lourde pour eux. Alors, on commence avec du 1 contre 1, du 1 sur 1. Par la suite, on se dirige vers du 2 contre 2 format face à face. Donc, maintenant, pour introduire l'aspect des 3 contacts, c'est pas très long à apprendre, mais de le vivre un peu. On est encore en coopération avec l'équipe de l'autre côté. Donc, encore une fois, on essaie d'en faire le plus possible et puis on se compare aux autres. Lorsque c'est maîtrisé, on peut soit devenir en mode compétitif, donc on essaie de viser un endroit pour marquer un point, soit on peut modifier les gestes techniques. Donc, on peut dire, sur le premier contact, tu peux attraper, lancer à toi-même et faire une touche, ou simplement faire la manchette, ou simplement attraper, lancer, dépendamment du niveau du joueur. Le but, c'est d'avoir des longs échanges et faciliter le succès rapide chez les jeunes. Donc, d'aller avec le geste qui est facile pour eux, et quand ça devient trop facile, on peut modifier le premier, le deuxième, le troisième, pour se rapprocher tranquillement de ce qu'on connaît. Donc, 1 contre 1, 2 contre 2, c'est très simple. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. On a juste à se concentrer à bien exécuter la tâche à suivre.
Après ça, on va se diriger vers le 3 contre 3. Et après, on va retourner en 2 contre 2 en format côté-côté. Pourquoi? Parce que là, bon, on passe du 2 contre 2 face à face à 3 contre 3. Maintenant, il y a un élément de réflexion d'abord des réceptionneurs. Avant, on savait, là, on allait avoir le ballon, il fallait juste bien l'exécuter. Maintenant, il faut que j'analyse ce qui se passe, le ballon s'en va vers où, que je prenne une décision, que je le signifie à mon partenaire et que je l'exécute comme il faut. Ça, ce n'est pas évident, la transition entre les deux. Plus on est jeune, plus c'est difficile d'observer tout ça et de bien réagir vite. Donc, c'est une transition qui n'est pas évidente. Par contre, on a notre passeur au filet qui, lui, vient tout récupérer sur la réception et donne un moment supplémentaire pour s'organiser pour le coup suivant. Donc, on a seulement un élément de réflexion qui fait la réception. Pourquoi on revient en 2 contre 2, côté-côté? C'est que maintenant, on n'a plus ce passeur-là. Donc, on a une fraction de seconde de moins pour réagir. Et là, le réceptionneur, en plus de réfléchir à qui fait la réception, il faut qu'il se dise qu'est-ce que je fais ensuite. Et tout ça dans la même fraction de seconde. Est-ce que je vais faire la passe? Est-ce que je vais me préparer à attaquer? On n'a plus ce moment de réflexion-là du passeur. Donc, c'est pour ça qu'on y va dans cet ordre-là, 2 contre 2 face à face, 3 contre 3, et on revient en 2 contre 2 côté-côté. L'étape d'après dirait en 4 contre 4 et après ça en 6 contre 6. Est-ce qu'on peut y arriver quand même à faire du 4 contre 4 sans passer par ces étapes-là? Bien sûr que oui, on y arrive souvent. Par contre, cette ligne directrice, cette moyenne de progression-là, va faire en sorte que la progression va être optimum. On va y arriver avec beaucoup plus de succès dans ce qu'on va avoir tenté de faire. Donc, on va passer notre entraînement avec le sourire au visage pas mal plus longtemps que si on va finir par y arriver en 4 contre 4, mais avec beaucoup plus de difficultés. Donc, voilà pour ça. Je vous ai présenté plusieurs formules de jeu ou de tournois. Si on les jumelle à l'adaptation de plusieurs gestes techniques qu'on peut utiliser, bien, ça va permettre de faciliter l'apprentissage puis d'augmenter le plaisir du participant en jeune âge. Donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la rétention des joueurs, etc. Il me reste 2 thèmes. Ça va quand même aller assez vite. Donc, l'âge idéal pour apprendre le jeu traditionnel à 6 contre 6. J'ai entendu dans d'autres vidéoconférences que j'ai suivies qu'on se posait la question, puis ça reste un éternel débat. À quel âge c'est le bon moment? Bien, pour vous donner notre expérience à Volleyball Québec, depuis peu, on se questionne, on s'est positionné officiellement là-dessus pour savoir à quel âge ça serait le meilleur moment pour organiser des compétitions à 6 contre 6. Avant ça, et depuis toujours, le volleyball s'était enseigné dans les cours d'éducation physique à l'école chez les plus vieux seulement, avec quelques exceptions ici et là. Donc, la question, elle ne se posait pas. Avec un plus grand intérêt de Volleyball Québec au développement du mini-volley, puis avec l'augmentation des clubs qui s'intéressent aux plus jeunes, on a dû se positionner pour établir le format de jeu puis nos recommandations. Donc, je me suis posé souvent la question dans les 10 dernières années, surtout quand je voyais des clubs qui arrivaient dans nos catégories 14 ans et moins avec des jeunes de 11-12 ans. Et la vraie réponse, en fait, attendez un peu. La vraie réponse, en fait, c'est le meilleur moment, c'est lorsqu'un joueur ou une équipe est en mesure d'offrir un résultat qui est largement positif dans l'ensemble de ses actions et de façon répétitive. Quelque chose qui ressemble, dans le fond, à quand je suis capable de faire 9 passes précises sur 10, 8-9 fois une réception à 1 mètre du passeur. Bon, quand on est rendu à faire ça durant plusieurs mois, c'est peut-être le moment de changer, de modifier les paramètres du sport. Par contre, il faut se poser la question aussi, j'ai une équipe de 12 joueurs, je suis largement capable de faire mes 6 meilleurs joueurs, mes 7 sont capables, mais mes 8, 9, 10, 11, 12 autres joueurs ont de la misère. Bon, bien, eux, est-ce que c'est de les aider à faire tout de suite du 6 contre 6? Je ne suis pas certain. Peut-être que ces joueurs-là, ils vont tellement accumuler de déceptions qu'ils vont abandonner après 1 an, 2 ans. Et puis, c'est peut-être eux qui, rendus à 15-16 ans, deviendraient des grands joueurs et puis qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas apprécié, ils n'ont pas persévéré. Donc, c'est pour ça, quand je parlais, c'est que
faut que ça soit peut-être l'ensemble de l'équipe ou des joueurs qui sont sur nous qui réussissent de façon répétitive. Bon, ça, on s'est répondu ça, c'est en théorie. Maintenant, nous, il fallait tenir compte de plusieurs facteurs pour statuer sur le moment idéal de commencer le 6 contre 6. Alors, malgré ça, et même si ce n'est pas l'idéal, bon, l'âge est encore bien souvent le facteur pour choisir et déterminer les catégories. Au Québec, nous, on a réfléchi puis on s'est dit, bon, pour être plus pratique et cohérent avec les autres catégories, on détermine l'âge en regardant le portrait global de notre province, puis on se rendait compte, bien, à 6 ans, 7 ans, c'était évident qu'on ne faisait pas du 6 contre 6. À 8 ans, 9 ans, c'était aussi évident qu'on ne faisait pas du 6 contre 6. À 13-14 ans, ça fonctionnait bien, même s'il y a beaucoup d'avantages à faire du 4 contre 4 pour une bonne portion de l'année, surtout pour les purs débutants. Fait que là, il restait l'âge 10, 11, 12 ans. Puis, en regardant tous les facteurs, avec l'invention du mini-volley dans les années 80, avant ça, il y avait très peu d'équipes de volleyball de 11-12 ans qui participaient dans nos compétitions, comme encore de nos jours. Il y a très peu d'équipes, c'est l'exception. Le niveau de difficulté du sport, ça faisait en sorte qu'il y avait peu de joueurs et d'entraîneurs qui avaient ce qu'il fallait là, pour évoluer en volleyball avec une clientèle aussi jeune. Donc, depuis l'apparition du mini-volley, c'est des milliers et des milliers de jeunes de 11-12 ans qui ont vécu de la réussite, qui découvrent et qui adhèrent le mini-volley à chaque année dans les équipes scolaires et des dizaines de milliers dans les cours d'éducation physique. Donc ça a été un bon indice. Donc, avec l'événement du mini-volley, l'augmentation massive de participants pour cette catégorie d'âge-là, pour nous, ça a été une preuve que c'était une bonne catégorie d'âge pour le mini-volley et que le volleyball à 6 contre 6 à 10, 11, 12 ans, ce n'était pas le bon endroit. Donc, par chez nous, on commence à 13, 14 ans. D'autant plus que le changement du format de jeu du mini-volley vers le volleyball, ça concorde bien aussi avec la démarcation sociale naturelle là, du passage de l'école primaire au lycée. Donc, ça concordait bien. Pour le peu d'équipes qui évoluent à 11-12 ans, qui sont capables d'offrir un résultat positif de façon répétitive, bien, il y a toujours notre catégorie 13-14 ans qui offre une deuxième division et ces équipes-là peuvent toujours s'inscrire là. Donc, personne n'est laissé pour compte. OK. Mon dernier point, les styles d'intervenants. Un bon entraîneur de volleyball chez les plus vieux, ça ne fera pas nécessairement un bon entraîneur chez les plus jeunes. Bien que la connaissance de la bonne technique à enseigner, ça va toujours rester quelque chose d'assez important. Nous, on croit que ça ne devrait pas être la priorité numéro 1 dans le recrutement d'intervenants pour la catégorie d'âge relié à l'enfance. On croit qu'une des priorités, qu'il faut prioriser les compétences d'animateur bien plus que les compétences d'entraîneur dans la recherche d'intervenants. Les qualités recherchées chez un intervenant qui œuvre auprès des enfants, bien, il devrait avoir, entre autres, d'être dynamique, donc un entraîneur qui est plein de vie, qui va entraîner facilement les jeunes dans ses activités, qui a une approche créative, donc qui n'hésitera pas à rechercher des nouvelles façons d'introduire un vieux jeu et de le revitaliser, tout en gardant d'être lui-même. Un animateur qui est copié, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, il faut trouver les bonnes personnes qui sont comme ça plutôt que chercher à trouver des gens qui vont essayer d'être comme ça. Il faudrait prioriser ça. Ça prend une personne qui est claire, qui est concis, qui a un sens de la pédagogie, donc qui s'exprime dans un langage qui est adapté aux plus jeunes. Ça prend quelqu'un de patient. Si tu jamais, ceux qui ont des enfants ici vont le savoir. Si tu n'as pas de patience, tu n'es peut-être pas au bon endroit avec ces enfants-là. Et il y a d'autres qualités comme être sympathique, être énergique, parce que ça demande beaucoup plus d'énergie d'œuvrer auprès de ces jeunes-là. D'avoir le comportement qui fait partie de la gang, là, qui joue avec les enfants, puis que c'est un passionné, là, dans le fond. Il faut être passionné pour être un intervenant à cet âge-là. Il faut être un passionné de ces âges-là.
pas seulement du sport. Donc, ça fait pas mal le tour là, de ce que je voulais vous présenter, de ce qu'on fait dans ce partage d'expérience. J'espère que les sujets vous ont plu, puis que ça a été quand même intéressant de votre côté. Alors, je suis prêt pour la question-réponse. Merci Mathieu. Il n'y a pas tant de questions que ça, mais je pense que ça va y changer pas mal. D'abord, est-ce que tu ne nous as pas précisé si vous travailliez avec des jeunes en dessous de 10 ans? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Comme je l'ai dit au départ, au niveau des clubs, il n'y en a pas beaucoup, c'est de plus en plus. Et il y en a qui sont vraiment avancés, puis il y en a d'autres pas du tout. C'est principalement au niveau des écoles primaires, donc à l'école qu'il y a beaucoup, beaucoup de mini-volées qui se fait. Et c'est principalement 11-12 ans, mais de plus en plus, la catégorie 9-10 ans. Donc, il y en a qui font des amorces, il y en a qui développent des gestes techniques à l'intérieur de parcours d'habilité. Donc, c'est sous différentes formes qui est adapté. Mais c'est principalement 11-12 ans. Plus jeune, ça commence, mais on part de loin. Je vous dirais qu'on part de loin là, pour descendre dans les âges. Et il y a un gros pas qui a été fait dans les 10 dernières années au niveau de la fédération, puis de sensibiliser, puis outiller les clubs. Puis on se concentre sur la tranche d'âge présentement là, de 11-12 ans parce que c'est celle qui est vraiment présente au niveau scolaire. Donc, on veut faire des ponts. Et c'est l'étape d'après d'offrir des outils et de se concentrer pour les catégories plus jeunes. OK. Et sur les formes de jeu, il y avait une question de Véro Capé. Comment vous gérez quand une équipe perd trop souvent là, sur les rotations ou comment dire, c'est pas le presto rapido, mais celui d'avant là, Ouais, ben, je voyais. Ben, en fait, il y a des séquences de jeu là, que c'était sur des séquences de 1 point. Écoutez, là, rendu là, c'est des enfants aussi. Hein? Alors, quand on voit qu'il y a un abus en quelque part, quelque chose qu'il ne faut pas, on fait un changement sans nécessairement avoir quelque chose d'officiel. On mélange les joueurs, on rechange les équipes. Tous ces moyens-là n'est pas en compétition officielle. Hein? C'est des outils d'entraînement, des outils de séance. Donc, c'est assez c'est pas compliqué de faire. S'adapter, c'est vraiment la clé. Là. Il faut que l'intervenant, ça soit sa principale qualité, d'observer son groupe et de jouer avec les facteurs de l'environnement et des formules de jeu, tout ça, pour arriver à ce que les jeunes aient du succès. Peut-être permettre à l'équipe qui perd souvent, ben, eux, de peut-être leur permettre les 2 premiers contacts, on attrape et on lance pour leur faire vivre du succès, vu qu'ils ont de la misère en réception, puis les autres équipes non. Donc, c'est de départager comme ça là, pour pouvoir cibler là, les forces et faiblesses de chacun. OK. En tout cas, bon, si vous voulez poser des questions, vous pourrez ouvrir vos micros, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très content d'avoir écouté Mathieu parce que c'est toujours très intéressant de savoir ce qui se passe en dehors de notre territoire, mais surtout, ça match complètement avec ce qu'on essaie de mener à droite à gauche chez nous en France, dans des clubs, dans des comités, dans des ligues. De manière peut-être un petit peu encore timide ou peureuse, mais voilà. Je crois qu'avec Christophe, avant Noël, il nous avait déjà sensibilisé à ça. Moi, j'en avais parlé aussi un petit peu, j'avais insisté là-dessus. Voilà, je crois qu'il y a des formes de pratiques vers lesquelles il faut qu'on aille absolument si on veut travailler sur du développement. Voilà. Vous voyez qu'ils utilisent les mêmes leviers que nous, hein, c'est-à-dire l'adaptation, de la régulation sur les formes de jeu, l'alternance entre la recherche de rupture et la recherche de continuité dans l'échange, parce que la notion de plaisir est primordiale. Voilà, donc on a du plaisir à avoir des échanges longs, mais aussi on a du plaisir à essayer de mettre le ballon par terre le plus vite possible. Voilà, c'est toute cette alternance qui doit primer dans l'éducation des enfants au volley.
plus que de s'attarder sur quel type de compétition on va jouer et est-ce qu'on va arriver en phase finale du championnat de France. Voilà. Je crois que chez nous, on en est là et à mon avis, il va falloir qu'on déplace sérieusement le questionnement si on veut vraiment avancer de manière significative sur l'encadrement des gamins sans avoir peur d'être critiqué, mis sous les projecteurs parce que tout d'un coup, on joue avec un rebond ou on joue avec un attrapé-lancé. Enfin voilà, c'est pas. Il faut bien différencier ce qu'on recherche au travers du développement et ce qu'on recherche quand on rentre dans une compétition type Coupe de France avec une finalité nationale. Ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Voilà. De Mais là l'importance de trouver les bons intervenants qui sont là pour les bonnes raisons, et ainsi de suite. Vous savez, un entraîneur qui est habitué à entraîner des jeunes de 16 ans, 18 ans, tu les mets avec des 10-11 ans, ce n'est pas la même philosophie à avoir et tu ne vas pas entraîner de la même façon, mais lui qui est habitué d'être plus compétitif, de viser le championnat national, tout ça, c'est pas la même réalité qu'il faut avoir là. De quoi l'intérêt d'avoir un jeune de 6 ans, de 8 ans, champion national? Non, on va le préparer comme il faut. C'est des mentalités difficiles à changer, puis des fois, je comprends que dans le feu de l'action également, puis les jeunes veulent gagner aussi, là, quand on les met en compétition. Donc, c'est vraiment de partager tout ça, quand faire quoi. Et il y a des moments pour la compétition un peu plus élevée. Et il y a d'autres moments. Dans la même année, là, pour le même groupe, là, il y a des moments pour l'apprentissage puis la masse, là, en fait, là, pour que tout le monde sorte de là avec le sourire. Je crois que, je regarde la dernière question, là, est-ce qu'on enlève le service, est-ce qu'on laisse le service? Je crois que en fait, il n'y a pas une réponse toute faite. Tout dépend du niveau auquel vous intervenez, du niveau des gamins, de leur capacité à réceptionner ou à pas réceptionner, de quelle manière vous les autorisez à réceptionner ou pas le ballon, est-ce qu'ils peuvent bloquer, pas bloquer. Enfin, c'est tout je crois qu'il n'y a pas de règles précises là-dessus. Tout dépend de ce que vous voulez faire au travers des formes de jeu que vous mettez en place ou des types d'échanges que vous mettez en place. Effectivement, le service il peut tuer l'échange. C'est clair, c'est évident à un certain niveau. Voilà. Après, si je peux me permettre, ouais, Mathieu, vas-y. Ouais. Ouais, si je peux me permettre, au niveau du service ou de tout autre élément, je crois que chaque élément est important. On ne doit pas négliger d'en avoir. C'est comment les utiliser. Je pense qu'il faut toujours voir le service. D'autant plus qu'à chaque catégorie, les plus jeunes jusqu'aux Jeux olympiques, ça passe par le service. Donc, il ne faut pas négliger ça. Mais est-ce que c'est le dosage de comment? Donc, c'est pour ça que la formule à volleyball à 3 échanges, tu utilises le service moins souvent dans un match, mais il y a d'autres volets qui sont mis de l'avant. Par contre, une fois que le match est terminé, allez en pratiquer des services. C'est important toujours. Alors, c'est le dosage là, et quand on utilise quoi. C'est ça. En fait, c'est quelle forme de jeu, à quel moment, pourquoi faire. Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut essayer de résoudre. Effectivement, on ne peut pas dire bon, on va plus faire que du 1 contre 1 et du 2 contre 2 sans service, et puis on va attraper le deuxième contact, etc. On ne peut pas faire que ça. Mais à un moment donné, si on veut faire avancer nos jeunes volleyeurs dans l'activité, on est obligé d'adapter l'activité parce que le volley, pour ceux qui me connaissent un peu, je dis toujours, le volley a dans ses gènes toute l'ADN de l'échec. Donc, si on fait faire du volley négatif à nos gamins, ils ne restent pas. Donc, il faut essayer de couper cet ADN pour les amener à travailler de manière différente. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire du service, qu'on ne va pas faire de la réception ou de la passe ou de l'attaque. Mais à chaque chose son moment. Voilà. Et donc là où je rejoins Mathieu sur sa présentation, c'est effectivement, il laisse une grande part au jeu, quelle que soit la forme de jeu. Il y a des formes de jeu, il y a de l'opposition. Et donc ça, c'est extrêmement important. Je vois aussi au travers des vidéos qu'il ne se préoccupe pas énormément
comment dire, de la qualité matérielle de l'environnement et du terrain. Voilà, un filet de badminton tendu, plus ou moins tendu. Voilà. L'essentiel, c'est que les gamins ils touchent du ballon le plus possible. Hein. Moi, je retiens ça aussi de toi, Mathieu. C'est toucher du ballon le plus souvent possible, le plus possible, pour qu'on travaille sur nos compétences de jeunes joueurs. Voilà. Oui, puis le jeu du smash ball est très, très intéressant. Oui, 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 c'est intéressant. Voilà. Mais bon, nous, on est tellement actuellement encore dans la fédération sur des pratiques codifiées qui doivent répondre à un format de compétition et les clubs doivent aller sur ces formats de compétition. Parce que, non, il faut arrêter ça tout de suite. Pas tout de suite, ça fait longtemps que je le dis, mais pour l'instant, on n'y est encore pas tout à fait arrivé. Mais voilà, on peut aller en Coupe de France, il n'y a pas de problème, au contraire. Mais dans le développement de l'activité volley, la Coupe de France n'est pas un facteur prépondérant de développement. C'est un facteur de compétition. Voilà. Et comme disait Mathieu, après je me tais, comme disait Mathieu. Je voudrais dire un truc. Mathieu, au Québec, dans le cadre de l'école primaire ou dans les collèges et lycées, à l'école, ils ont combien d'heures de volley? Comment c'est organisé sur le plan scolaire? Nettement pas assez. Oui, mais enfin, au minimum. Oui, je suis un ancien éducateur physique et puis donc j'ai ça dans l'ADN et puis c'est nettement pas assez. C'est des revendications que la profession fait toujours, mais je vous dirais là, environ 2 fois 1 heure par semaine. Donc c'est nettement pas beaucoup. Tout au long de l'année. Ouais. De volley ou de pratiques physiques? De pratiques physiques, d'éducation physique. Alors l'enseignant va faire une séquence de 8 cours en mini-volley. Et puis, ceux qui aiment ça un peu plus ou qui vont faire des équipes extrascolaires, ben, eux vont pratiquer sur l'heure du midi ou après l'école. Mais ça varie beaucoup. Là. Mais, peut-être à 2 fois par semaine, le soir après l'école, 45 minutes. C'est assez varié parce qu'il y a des purs et durs, là, des mordus. Ce ne sont pas des gens de volleyball, mais c'est des gens qui ont découvert le mini-volley. Ils sont devenus des purs et durs en mini-volley. Et ça, c'est des intervenants super. Eux, ils vont faire ça toute l'année. Mais la plupart des éducateurs physiques vont faire septembre, octobre, on va se concentrer sur de l'athlétisme. Et puis après ça, on va faire du mini-basket. Et puis après ça, du badminton. Et puis après ça, du mini-volley. Ce qui est super, là, ils touchent à plein de sports. Alors, dans le temps d'une saison, ça varie dépendamment de l'intervenant dans les écoles. Pour les cours d'éducation physique, c'est 2 fois 1 heure. C'est 8 cours, là. Mettons 8 fois 1 heure. Et ceux qui en font un peu plus, ça varie de l'intérêt de l'intervenant et de comment il approche la chose sportive. OK. Moi, je retiens une phrase aussi de Mathieu, c'est l'importance de la compétition. En fait, au volley, notre ADN de volleyeur ou l'ADN de nos jeunes volleyeurs, c'est la compétition. Simplement, c'est quelle forme de compétition, quel format de jeu, quel type de jeu on met là-dedans. Parce qu'effectivement, dès qu'on joue au volley, on a envie de jouer contre quelqu'un, voilà, avec et contre. Mais des fois, le problème, c'est que ce sont les formats qui ne correspondent pas au niveau de nos gamins. Donc, ils arrivent dans une compétition où ils ne vont prendre aucun plaisir. Voilà. Excuse-moi, les jeunes sont peut-être… Les 4 premiers tours de Coupe de France des moins de 13, ils ont pour ainsi dire aucun intérêt pour les équipes qui passent le 5e tour. Voilà. Et pas plus d'intérêt pour ceux qui se déplacent le dimanche et qui font 600 km aller-retour pour jouer 2 matchs où ils vont prendre 25-12, 25-8 à chaque set. Voilà. Donc, les formats de compétition, les formules de jeu, comment je joue en opposition, etc., c'est des vraies réflexions. Voilà. Et chez les jeunes, le pôle ludique est peut-être plus important que tout ce qui est pôle compétitif. Je veux dire, tu peux mettre de la compétition dans le jeu, mais l'aspect ludique est vraiment prépondérant. C'est ça. Mais tu joues pour gagner. Donc, la gagne, c'est la compétition. Oui. Mais c'est comment tu joues. Est-ce que c'est un volley codifié comme on le connaît en 3 touches, machin, ou c'est un volley adapté avec le service adapté, avec le type de réception adapté, le deuxième contact adapté, etc. Voilà, c'est vers ça qu'on doit aller. L'enfant de nature, lui, il va vouloir gagner. Il va faire ce qu'il faut, ce qu'il veut pour gagner. Alors lui,
peu importe le format, il va jouer de la même façon. Alors, nous, il faut lui amener un format qui est plus ludique, qui va y amener du plaisir, tout ça, mais à l'intérieur de ça, donne-lui l'objectif et c'est ce qu'il va viser de faire. Donc, c'est un peu, donne-lui, comment je peux dire, le mini-volley, ça l'enlève des règles pour qu'il y ait des longs échanges. Donc, il n'y a pas de tige sur les côtés et puis on permet d'attraper. Le jeune, lui, donne-lui les règlements, il va s'arranger pour gagner puis pour jouer. Parfait. Mais nous, en enlevant les tiges, en te permettant d'attraper, le jeu, il arrête beaucoup moins souvent, ce qui est meilleur pour le plaisir. Alors, c'est ça qu'il faut trouver la façon de faire. Le La ballon compétition, vole. les jeunes veulent l'avoir. Ah oui, le ballon vole. C'est important, cette notion-là. C'est ça. C'est ça. Le ballon Mais vole. Nicolas, dans les comités, ils peuvent, sans attendre le grand truc national fédération, les comités l'organisent et peuvent le faire. On n'a pas besoin d'attendre la fédération. Hein. Ah ben alors là, Patricia, tu m'enlèves les mots de la bouche et puis je vois que Bah, oui, au niveau du Antonio à Saint-Laurent-du-Var me dit la même chose. Moi, je ne suis pas là pour vous dire à la fédération, on va faire ça et ça, parce que moi, je l'ai fait en 2003 avec la Ligue d'Auvergne et on nous a regardés comme des extraterrestres et puis au bout de 2 ans, on nous a dit, ça y est, ils ont atterri sur Terre et on va faire comme eux. Mais parce que moi, je m'étais déjà intéressé à ce que faisait Mathieu, parce que je connaissais Émile Rousseau depuis bien longtemps et que je me suis dit, si je veux avancer dans ma région où il n'y a pas de volley, il faut que je fasse autrement que le volley codifié que tout le monde connaît et qui ne marche pas. Donc, bien évidemment que les comités et les ligues ont tout intérêt à faire leur propre activité. Moi, au niveau de ma mission sur les axes de développement, avec Michel Aquilian notamment, on va essayer d'impulser ça. Mais il ne faut pas attendre que la bonne parole tombe d'en haut pour faire ça dans les ligues, les comités. Surtout pas. Surtout pas. Il faut que ça vienne. Parce que toutes les ligues, tous les comités n'ont pas les mêmes niveaux, n'ont pas le même nombre d'équipes, etc. Donc, chacun doit faire sa sauce. Mais dans ce que nous a dit Mathieu, dans ce que moi, je développe depuis un certain temps, on a tous les éléments pour faire ça. Le tout, c'est de sortir du cadre qui nous formate un petit peu depuis des dizaines d'années et duquel on n'arrive pas à sortir parce qu'on est mangé par cet aspect compétition formaté. Voilà. C'est quand même le rôle de la commission de développement au niveau des comités et des ligues de mettre en place des choses. Il n'y a pas de. C'est ça. C'est le rôle de. C'est le rôle de tout le monde, c'est-à-dire c'est le rôle des élus d'essayer d'évoluer, c'est le rôle des ETR, des cadres techniques, des salariés de comités de ligue, de faire avancer les choses, parce que normalement, on doit tous avoir le même objectif, c'est d'avoir le plus de volleyeurs possible qui jouent au volley, et le plus tôt possible, et de la manière la plus adaptée possible. Si le message, il est là. Après une petite réflexion, là on parle de, comment dirais-je, de pratique dans les clubs où je vous rejoins énormément. Ancienne professeure d'éducation physique, je peux vous dire que bon nombre de collègues n'enseignent pas cette discipline parce que la trouvant trop complexe à présenter, premièrement, et secondo, parce que la notion d'adaptabilité, mais c'est une horreur, il ne faut surtout pas y toucher. Autrement dit, quand on est enseignant d'EPS de la 6e à la terminale, pour la plupart des collègues, c'est je passe directement dans le 6-6, même si j'ai des profonds débutants. Quand tu pars sur un autre mode de fonctionnement, comme le 1-1, etc., moi, les techniques qu'il a proposées, c'est des choses que j'ai mis en place. Peut-être pas le smash ball, que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant à mettre en place immédiatement. Quand tu pars sur d'autres pratiques, tu perds la tête, tu as perdu la notion du sport à proprement parler, même si tu es spécialiste. Et c'est dans ces choses-là qu'il faut vraiment piocher et puiser le plus possible pour pouvoir, entre guillemets, transmettre notre bonne parole, entre guillemets. C'est sûr, c'est sûr. Après, c'est des combats C'est des combats idéologiques. Voilà, c'est sûr que pour certains collègues EPS, dénaturer l'activité, ça ne devient plus de l'activité. Donc, voilà. Après, ce n'est pas propre au volleyball. Hein. Je veux dire, non, ça se fait dans les autres disciplines. Propre au volleyball, mais voilà, les choses évoluent quand même. Dans le PHV, tu retrouves exactement la même chose, hein, véritablement. Ouais. Mais les choses évoluent parce qu'on a quand même réussi à faire passer des messages sur les jurys du CAPEPS et de la grecque. Donc, voilà, on va y arriver tout doucement. Les choses ça rentre dans les esprits progressivement. Voilà.
Bon, ça, c'est de l'interne, Mathieu. C'est les luttes internes. Oui. Je ne vois pas d'autres questions particulières dans le chat. Donc, s'il n'y en a pas plus, on peut s'arrêter là. Si vous voulez débattre d'autres choses, ouais. on peut y aller. Pardon, Pierre, Nicolas, oui. Mathieu, tu utilisais le mot clientèle. C'est un argot québécois ou c'est vraiment un objectif derrière mercantile? Non, l'intention n'était pas mercantile en le disant. Peut-être au 3e, 4e degré. Là. Non, c'est plus pour parler du groupe qui se retrouve devant soi. Mais tout s'enchaîne. Hein? Plus on augmente les gens à la base du club, plus au niveau financier, ça aide également à réaliser d'autres choses pour le bienfait du volleyball, mais ce n'était pas au 1er degré qu'on parlait là. Ceci dit, Pierre, ta remarque n'est pas si dénuée de sens que ça. Parce qu'en fait, si l'objectif de la fédération, vous allez voir sortir d'ici quelques temps, c'est évidemment d'augmenter de manière significative le nombre de nos licenciés, il faut bien avoir à l'esprit que si on reste cantonné à nos licenciés actuels, qui pour certains ont 3-4 types de licences, mais finalement, c'est qu'un seul individu, si on se contente de nos licenciés actuels, on sera très loin d'atteindre l'objectif. Voilà. Donc, quand Pierre, tu dis, est-ce que mercantile, c'est mercantile ou c'est juste une terminologie québécoise, j'aurais tendance à vous dire, mais pas que à Pierre, mais à tout le monde, si on veut développer l'activité, il va falloir s'occuper des autres volleyeurs que ceux qui font que la compétition. Voilà. Et donc, l'aspect mercantile, il est un petit peu là, c'est-à-dire que quand nos nouveaux licenciés arrivent dans le club, on leur dit bon, alors, tu as quoi comme niveau? Tu as déjà joué, tu n'as pas joué? On est en train de réfléchir dans quelle équipe on va le mettre, puis on va le mettre dans un groupe où il ne va jamais mettre les pieds sur le terrain. Voilà. Parce qu'on le met dans un type d'action, dans un type d'activité qui ne correspond pas à son niveau. Et je ne parle pas fondamentalement que des jeunes, là, je parle de tout le monde. Hein. Voilà. Et donc, il arrive dans son groupe, il n'a pas le niveau, il fait 2 entraînements, il s'en va. Voilà. Donc, c'est ce type-là de joueurs ou de joueuses dont il va falloir s'occuper différemment. Ça veut dire qu'il faut différencier nos pratiques. On doit conserver l'aspect compétitif que tout le monde connaît, traditionnel, etc. Ça, on peut pas, c'est dans notre ADN, on ne peut pas s'en défaire. Mais il va falloir quand même s'occuper de tous les autres qui jouent au volley en dehors de la fédération ou qui arrivent dans nos clubs et dont on ne sait pas s'occuper, de tous ces petits, là, des moins de 13, moins de 11, moins de 9, qui sont une vraie source de dynamique pour nous, mais pour lesquels c'est très compliqué de savoir bien s'en occuper. Comme dit Mathieu, il faut que ce soit des éducateurs qui soient spécifiquement formés pour ça, avec un certain profil. Voilà, donc l'aspect mercantile, il est là en fait. Il faut qu'on s'occupe de nos licenciés compétiteurs, mais il faut qu'on s'occupe de tous les autres. Voilà. Parce que c'est une vraie source de développement de l'activité. Et plus on sera de fous, plus on rit. Hein? Il y a des passerelles qui sont possibles, qui sont, enfin, je veux dire, dans la mesure où tu peux avoir des créneaux où tu peux les utiliser, parce que tu as très souvent chez les jeunes, des jeunes qui arrivent en cours de saison ou qui en début de saison parce qu'ils viennent par copinage, rejoindre le copain et la copine, qui n'ont jamais touché le volley, qui peuvent déstabiliser ton groupe d'entraînement. Et ces jeunes-là, il faut non seulement, si tu veux te les préserver avec leur groupe, avec leurs copains, mais il faut aussi leur donner du bagage pour qu'ils puissent s'intermêler aux autres. Et c'est ça la grosse difficulté. C'est ça. Et donc, les choses qui en découlent de ça, c'est le modèle du club et le modèle d'organisation. Voilà. Si on réfléchit que par créneau, dire le mercredi, c'est l'école de volley, le jeudi, c'est les moins de 15, le mardi, c'est les moins de 17, machin. Donc, quand on reste sur ce modèle-là, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur des organisations dans le gymnase, des entraînements par niveau de compétences, pas par catégorie. Voilà ce qu'on faisait. Moi, je faisais ça à Nancy à l'époque, il y a 30 ans maintenant, où le gymnase était ouvert toute la semaine. Et les joueuses dont on s'occupait, Élise, je ne sais pas si tu es encore là,
mais Si, je t'écoute. c'était à l'ASPTT Nancy. Les joueuses, elles avaient entraînement ouvert du lundi au vendredi. Voilà. Et elles avaient dans la semaine un seul créneau pour leur équipe pour le match du samedi. Sinon, elles étaient orientées en fonction de ce que leur disaient les entraîneurs. Toi, tu fais mardi, lundi. Toi, tu fais mardi, vendredi. Toi, tu fais… Voilà. En fonction Et il y avait un créneau le lundi soir qui était ouvert à tout le monde, quelle que soit l'équipe. Voilà. Ça partait de la Nationale 1 à la Benjamin, parce que c'était que du travail de fondamentaux techniques. Et sinon, le reste de la semaine, c'était gymnase ouvert de 16h à 22h. Et les joueuses tournaient sur les créneaux en fonction du niveau d'entraînement. En fait, on n'était pas sur du niveau de catégorie, on était sur du niveau d'entraînement. Oui. Voilà. Et le Après, vendredi, c'était entraînement de l'équipe. Voilà. Après, Bon. chance à toi d'avoir eu les créneaux et d'avoir eu la disponibilité de ton gymnase tous les jours de la semaine, ce qui n'est pas donné non plus. Alors, c'était pas. En plus, on était sur au moins 3 gymnases. Donc on tournait. Voilà. Bon, c'était une organisation. Hein. Après, on était un peu le seul sport féminin dans l'agglomération. Donc, c'était plus simple. Mais voilà, on fonctionnait comme ça et ça marchait très bien. Et les résultats en compétition étaient plus que bons, hein, Elisa, je crois. Oui. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, merci Mathieu. On a fait un bon petit tour du propriétaire. Donc, on se retrouvera dimanche prochain avec la collègue de Mathieu, donc Lynn Leblanc, qui prendra la suite de l'intervention de Mathieu. Oui, Voilà. Je vous invite fortement à être là. Très intéressant ce qu'elle va proposer. Là. Ça va dans la continuité, mais on ne se voit pas souvent, on ne parle pas souvent ensemble, mais ça connecte toujours. Alors, si vous avez aimé aujourd'hui, ça va être encore un peu plus là, la prochaine fois. Bon, c'est mercantile, ça. Bon, merci Mathieu en tout cas. Je vous ai mis dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction, qui doit un peu être au-dessus, vous le cherchez. Sinon, je peux vous le remettre là, si j'arrive. Voilà. Tac. Ouais, je vous le remets là, c'est mon dernier message. Voilà. Quelques clics pour tout ça. Merci beaucoup Mathieu et bonne après-midi toi, hein, c'est l'après-midi. Oui, Voilà. je m'en vais rejoindre mes enfants. Là. Oui, Allez, on va jouer profite. dehors, dans la neige. Allez, profite bien.